Salut, salut, salut encore. Je salue le peuple de la résistance et je salue tous les Camerounais. Je dis bonsoir particulier à tous ceux qui nous écoutent de près ou de loin. Et je demande aux uns et aux autres comme ça de se connecter massivement pour écouter ce que nous avons à dire et ce que le général El Tcheno a dit sur les problèmes qui se posent aujourd'hui à la diaspora camerounaise. Je vais être très rapide comme ça et je vais être très succinct aussi. Je vous demande un peu de patience, d'avoir un peu de temps et d'écouter avec beaucoup de rationalité et avec beaucoup de clarté notre part de vérité sur ce qui est en train de se passer réellement. Ceci dit, je vais accorder comme ça une minute aux uns et aux autres le temps de partager massivement, le temps d'interagir rapidement, partager dans des groupes, partager. C'est quelque chose, ce qui va être dit va être très difficile, va être très douloureux pour beaucoup de personnes qui n'aiment pas la vérité, qui n'aiment pas entendre la vérité, mais je serai obligé de n'utiliser pas les gants ici. Je n'aurai pas de gants, je vais aller directement et droit au but, pour que nous sachions exactement de quoi il est question, qu'est-ce que nous voulons et pourquoi est-ce que nous sommes entrés dans cette lutte de résistance. Je salue les uns et les autres, je salue le peuple de la résistance, je salue le peuple camerounais, je salue toute la diaspora, je salue tous ceux qui, de près ou de loin, ont des affinités envers ce combat que nous menons. Et il s'agit pour nous ici de poser notre lumière sur la guerre des clans qui est en diaspora. Vous savez, les gens croient que la terre est une cour de récréation. Beaucoup sont entrés dans ce combat en croyant que ce combat pouvait résoudre ou solutionner un certain nombre de problèmes. Le combat pour lequel nous nous sommes engagés est un combat qui est très difficile, très douloureux et beaucoup n'ont pas réalisé où ils étaient, c'est pourquoi ils se sont retrouvés là et comment est-ce qu'ils pouvaient réagir une fois que les hostilités seraient enclenchées avec eux. Ceci dit, je vais sans plus tarder entrer dans le vif du sujet. Le vif du sujet, pour moi, ici, porte sur un certain nombre de choses très claires. Vous savez, on a entendu sur la toile beaucoup de choses. On a entendu sur la toile beaucoup de propos, beaucoup de directs, et qui ont été, d'une part, très, très nauséabonds, et d'autre part, calamiteux même, si on peut se permettre l'expression. Ce que je veux dire, c'est que je vais, au départ de toute chose, reconnaître qu'aucune famille n'est facile. Aucune famille n'est paisible et il y a les problèmes dans toutes les familles. Il faut que les gens se mettent d'abord ça en tête, que dans chaque famille, il y a toujours des problèmes. Donc, il faut comprendre que... mais ce qu'on veut dire et ce qu'on doit comprendre par-dessus tout, c'est que la famille de la révolution camerounaise, on a vu des problèmes qu'on n'en a jamais vu dans toute autre famille. C'est-à-dire, dans la famille révolutionnaire camerounaise, on a entendu des murs et des pas mûrs. On a vu le type et le degré de problèmes qu'on ne pourra rencontrer certainement nulle part ailleurs. Le niveau des problèmes est tellement grave, tellement poussé, qu'on se demande où sur quoi repose vraiment la structure. Parce que si dans une famille qui traverse des problèmes, tu arrives chez ta grand-mère et que tu te rends compte que quelqu'un avec qui tu as toujours bataillé toute ta vie, on te dit que c'est ton cousin, mais il y a un problème. Il y a un problème. Si au fil des batailles, quelqu'un que tu ne connais même pas, que tu n'as jamais eu connaissance, tu ne sais pas d'où il sort, mais on te présente un individu, on te dit que c'est ton cousin, ça veut dire que cette famille a un problème structurel. Ça veut dire que la structure de la famille souffre d'un problème. On ne peut pas dans cette famille savoir qui est l'ancêtre, qui est la grand-mère, qui est le grand-père, qui est l'oncle, on ne connaît pas tout le monde, on n'a pas identifié les gens. Pourquoi? Parce que la structure n'est pas établie. Parce que dans chaque famille, tout part de la structure. Dans chaque entreprise, c'est comme dans une entreprise. Comment expliquer que dans une entreprise, les gens obtiennent des CDI, pensent à un moment donné qu'ils sont indispensables pour l'entreprise, travaillent dans l'entreprise 10, 15, 20 ans, 30 ans, mais finissent même par démissionner un jour parce que mécontents ou bien ayant des problèmes avec elle. Mais ça ne touche pas la structure de la société. Ça ne touche pas la structure ou la dynamique de l'entreprise. L'entreprise reste toujours debout et elle continue de fonctionner. Comment se fait-il? Comment on peut imaginer ça? Que l'ingénieur le plus réputé, le plus huppé, qu'on croyait que lui seul il fait l'entreprise, c'est lui qui fait le chiffre d'affaires de l'entreprise, mais quand il démissionne, tout se place toujours debout.
Je crois qu'Apple avait licencié à un moment donné Steve Jobs. Mais tout a fonctionné normalement. Il faut que les gens se rendent compte. Donc c'est un problème de structure. Donc si on a connu un tel degré de problème dans la révolution, dans la famille révolutionnaire camerounaise, ça veut dire que le problème de la structure de la famille révolutionnaire camerounaise a échoué. Et ça a été échoué par quoi? Ça a été échoué parce que nous avons pensé la structure dans la lutte de résistance camerounaise. À Berlin, nous étions nombreux. À Berlin, nous étions parés et outillés pour structurer la lutte de résistance camerounaise. Il y avait une dynamique forte. J'y étais. Le général Wanto y était. Brice Nietzsche y était. À l'époque, le Calibri était commandant. Le commandant Calibri y était. Beaucoup de gens ont été là. Nous sommes assis pour poser les jalons de la structure de la lutte de résistance camerounaise. La générale Sandy de Boston y était également. Ça, je ne peux pas l'oublier. Et le problème, le véritable problème, c'est quoi? C'est qu'au sorti de là, au sorti de Berlin, les aînés ont torturé et ont commencé à torpiller la révolution camerounaise. Donc, si on a un problème à ce niveau-là, ça veut dire qu'on devrait, pour corriger ce genre de problème, regarder exactement ce qui s'est passé dès le départ. C'est très important. Vous allez souffrir de m'écouter méthodiquement. Je vais aller pas à pas pour que les gens comprennent très bien. Donc, on a un problème, c'est que les entités sont bien structurées. Et si les entités sont bien structurées, subissent ou usent par le poids du temps, le poids des problèmes, ou le poids encore même de l'espace dans lequel elles ont été, ça veut dire que les causes de la structure ou les causes de la structure sont bien lointaines. Elles sont très lointaines. Ce problème a été posé et conçu depuis bien longtemps. Mais on a quand même énuméré quelques causes. Il y a des causes récentes dans la structure de la révolution camerounaise qui ont permis de comprendre ce qui se passe, tous les problèmes qu'on rencontre. C'est le boycott. Le boycott est l'une des causes les plus récentes. Donc, toute actualité nouvelle, et ça dit que toute actualité nouvelle dans la lutte de résistance camerounaise est sujette à amener des problèmes. C'est la question que nous sommes en train de nous poser. Est-ce que tout ce qui est nouveau dans la lutte de résistance camerounaise est sujet à nous amener des problèmes? Donc, si le problème se pose, et nous nous rendons à l'évidence que le problème se pose au niveau de la fondation même, au niveau de l'essence. Parce que les États résistent. Si les États résistent, si les sociétés résistent, si les entreprises résistent, la fondation renvoie ici au pilier. Le pilier ou l'essence même. Or, la fondation, il faut le comprendre ici, la fondation de notre lutte de résistance, c'est à Berlin que nous l'avons posée. Les jalons de la fondation de la résistance camerounaise ont été posés à Berlin. Qu'on le veuille ou pas, qu'on le nie ou qu'on essaye de le nier ou pas, c'est là que nous avons posé les jalons de notre résistance. Or, il faut comprendre ici que les boycotts font partie, le boycott annonce même l'essence même de la lutte de résistance. Les boycotts font partie de notre ADN. Il est hors de question d'entrevoir une lutte de résistance sans boycott parce que nous sommes nés du boycott. Nous sommes nés du boycott. Donc il faut que les gens comprennent également que tant qu'il y aura la dictature au Cameroun, tant qu'il y aura le désordre au Cameroun, la dictature, il y aura aussi la dictature du boycott en diaspora. Parce que la diaspora, c'est notre espace. Les autres ont leur espace qui est le Cameroun. Mais nous avons notre espace qui est la diaspora. Il est hors de question. Nous devons faire jouer notre corps, notre part de fond ici en diaspora. Et je peux comprendre, je le dis encore, qu'il y ait certains activistes qui aient le droit de ne pas être d'accord avec le boycott. Ça, c'est leur droit. Je peux comprendre que les activistes disent que nous ne sommes pas d'accord avec le boycott. C'est de leur droit. Je peux aussi comprendre qu'il y a des activistes qui disent que nous ne sommes pas d'accord avec ceux qui boycottent ou ceux qui refusent le boycott. Ça encore, c'est leur droit. On ne peut pas empêcher aux gens de s'exprimer. C'est ça la lutte de l'État. Elle est dynamique. Elle n'est pas statique. Elle est dynamique. Mais de tout ce qui ressort du boycott, j'ai entendu des mûrs et des pas mûrs. Mais ceci m'a permis de comprendre qu'il y a 4 grands clans. 4 clans qui se dessinent en diaspora. Et les 4 clans sont les clans que nous allons ici vous citer et sur lesquels nous allons essayer de voir exactement ce dont il est question, pourquoi celui-ci fait quoi, pourquoi ceux-ci font ça, et ainsi de suite. Donc,
Il y a le premier axe, qui est un clan que nous appelons le clan, l'axe Calibri, d'Ankassé, avec les clous à Mandipanque, auquel semble vouloir se dresser aujourd'hui et se greffer à eux qui sont prêts à travailler avec eux et qui commencent à partager leurs directs. Salomon Tchapchet, le colonel So et le général Olivier Tchanan, qui se trouvent d'ailleurs plus d'affinité avec eux qu'avec un certain chat qu'on appellerait ici une panthère, qui a créé beaucoup de problèmes dans cette lutte de résistance également. Donc ceci est très important. Nous allons revenir là-dessus. Donc, on comprend donc qu'il y a l'axe décalibré. Ensuite, il y a l'axe de la base Suké, avec le commandant Kemta, avec la bande de l'alternance. Ensuite, il y a l'axe de corps, avec le Bureau fédéral de la Révolution, avec Dame Caroline Pégan, l'intrépide, et la générale Micheline Ewan, du côté des États-Unis d'Amérique. Et ensuite, et ce qu'il faut comprendre, c'est que comme en mathématiques ou bien en physique, aucun résultat n'est exact. Même si on a un résultat exact, on va toujours considérer une marge de manœuvre. Et la marge de manœuvre est scientifique et elle doit être le plus rationnelle possible. Donc, ceci nous amène à penser un axe imaginaire qu'on n'a pas toujours eu, ou bien qu'on imagine, qu'on se dit que ça devrait exister, qu'on va appeler l'axe X, qu'on appelle encore l'axe des indécis. Donc, c'est très important ici. Nous avons dû dans des nouveaux mariages, par des boycotts et tout et tout. Revenons sur le boycott maintenant. Revenons sur le boycott. Parlant du boycott en lui-même, qu'est-ce qu'il faut comprendre ici? C'est très important. Le boycott consacre la naissance même de la brigade anti-Sardina. Le boycott consacre la naissance de la base. Donc c'est un des moments forts. Et le boycott, la structure de la conférence internationale de Berlin avait tout structuré. Les boycotts. Qui devait être boycotté? Comment est-ce qu'on devait être boycotté? Qui pouvait lever le boycott? Qui pouvait lever ou pas le mot d'ordre du boycott? En fait, la révolution camerounaise, il faut que les gens le comprennent ici, avait tout pour réussir. Je dis tout. On avait tout prévu. On avait passé 3 jours à Berlin à poser les jalons, à voir en cas de problème, qu'est-ce qui devait arriver, quel serait l'élément qui pouvait supporter ce qui devait se passer. Et tout ceci avait été résolu au sein d'un organe, d'un conseil qu'on appelait le CSR, le Conseil supérieur de la résistance. C'est ça. Parce que quand on voit aujourd'hui des gens se lever pour dire n'importe quoi, si on avait marché sur l'esprit de Berlin, les gens ne pouvaient pas se lever aujourd'hui pour dire n'importe quoi et être même compris, écoutés ou bien que leurs paroles même soient acceptées. On avait tout planifié à Berlin. On avait tout arrangé. Avec Wanto, avec Nietzsche, avec Calibri, tous ces gens-là, Sandy. On avait arrangé comment est-ce que la lutte serait. On avait parlé des boycotts à court terme, à moyen terme, à long terme. On avait arrangé comment est-ce que le boycott fonctionnerait. Qui serait capable de lever le mot d'ordre de boycott? Comment est-ce que cela devait s'opérer dans les régions? À l'époque, la révolution camerounaise était structurée en régions. Il y avait le général Wanto qui commandait Paris, le tout Paris, c'est-à-dire la France et tout. Celui qu'on appelait président, le dangereux Nietzsche, qui commandait UK. Et il y avait le général Elchenou qui commandait l'Allemagne. Qu'est-ce qui s'est passé? Pour que les gens comprennent, on a pensé un organe très fort qu'on appelait le CSR. Mais qui a saboté le CSR? Ce qui s'est passé, c'est qu'au sorti de la conférence internationale de Berlin, les 2 plus vieux anciens, les 2 vieux qui disent aujourd'hui avoir fait 40 années de combat, ont commencé à saboter les résolutions de Berlin. Pourquoi? Juste parce qu'il y avait un jeune homme courageux, en la personne du général Elchenou, que eux-mêmes en salle avaient plébiscité comme étant le président du CSR. C'est moi qui organisais la conférence, c'est moi qui accueillais la conférence. J'étais celui qui avait le plus de haine et le plus de fougue, le plus de zèle et le plus de courage. C'est pour ça que j'ai été porté à la tête du CSR. Quand ils arrivent chez eux respectivement, en Angleterre et à Paris, Nietzsche et Wanto se rendent compte qu'ils ont commis une erreur grave. Voilà l'esprit des Camerounais. Voilà là où tout le mal commence. C'est qu'ils se rendent compte qu'ils ont commis une erreur grave. Alors, il faut détrôner le général Elchenou.
Nietzsche m'appelle et me supplie de le laisser prendre la première année de la transition du mouvement pour reprendre après. Pas entre-temps, Wanto lui-même passe à la négociation. Quand il se heurte à mon nom catégorique, c'est comme ça que les sabotages commencent. Sabotage, accusation de viol, invention, sabotage, parce qu'il faut à tout prix détruire la fédération allemande et remplacer par quelqu'un d'autre et prendre la tête du CSR. Voilà le machiavélisme des Camerounais. Voilà comment on a commencé à tuer l'esprit de Berlin. Voilà comment on a commencé à tuer. Et parce qu'il fallait quoi? Il fallait à tout prix tuer la base allemande. La base allemande, quand nous on menait ce combat en 2018, quand la base allemande parlait, personne ne pouvait parler. Personne, même pas en France, même pas en Angleterre. Les gars venaient à l'école de l'Allemagne. L'école révolutionnaire était en Allemagne. C'est là où on venait prendre les leçons. Il faut le reconnaître ici. Mais qu'est-ce qu'on en a fait? Il fallait à tout prix saboter ça. Saboter. Donc il y a eu l'axe UK et Paris qui a décidé de détruire la base allemande. Qui à l'époque, bien sûr, était la meilleure base. Vous n'avez qu'à voir dans les faits historiques. La prise de Berlin. La révolution. La conférence internationale de Berlin. On a posé les jalons d'une révolution durable. Et depuis Berlin, quand je vois aujourd'hui les gens soutenir le faux, depuis Berlin, j'ai dit non à Nietzsche. Donc, ce n'est pas aujourd'hui qu'on va tolérer n'importe quoi. J'ai dit à Nietzsche non depuis Berlin que Maurice Kamto est la pierre angulaire de la lutte de résistance. Ce n'est pas discutable, c'est non discutable. Donc, si j'ai dit non à Nietzsche, ce n'est pas aux gens comme ça, aux gens aujourd'hui que je ne vais pas dire non. Donc, il faut qu'on se rende à l'évidence. Le boycott en diaspora a toujours été quelque chose qui est très clair. Et la diaspora, ils ont commencé, regardez comment ils ont amené le phénomène. Ils ont amené des choses de manière très sublime et très subtile. Ils ont commencé à dire, il n'y aura plus de boycott en diaspora. Ça, c'est orchestré par Nietzsche et sa clique. Quand Nietzsche commence à travailler avec, à fabriquer Calibri pour détruire, il dit, il n'y aura plus de boycott en diaspora. Maintenant, nous, on dit non. Le 3 juillet, on se dit non. Nous, on sort pour Kamto. On va organiser une marche de protestation de soutien à Maurice Kamto. Quand on organise la marche, les gars boycottent quand même la marche. Après, maintenant, ils sortent plus tard. Kamto n'est pas mon leader. Quand ils disent que Kamto n'est pas leur leader, c'est toujours les alliés de Nietzsche qui dessinent ça. Mais les gens laissent faire. On laisse faire jusqu'à un certain niveau. Mais il faut qu'on fasse très attention. Très attention. Nietzsche s'est caché derrière sa télévision pour essayer de tuer et de détruire la diaspora, tout en sabotant et en salissant l'image du président élu Maurice Kamto. Mais comme nous, les Camerounais, nous avons la mémoire courte, on oublie très vite. On est en train de vouloir faire comme si on a déjà oublié. À un moment donné, il s'est caché. Mais Nietzsche a toujours jonglé, mais le président élu est sorti et ça l'a fait tomber dans ses ailes. Il est mort, il est sorti, il s'est caché pendant un bon bout de temps pour ne réapparaître qu'après. Mais le problème d'aujourd'hui, c'est quoi? C'est que nous avons un problème avec les boycotts. On ne peut pas condamner les boycotts. Moi, je le dis encore. Mais le problème, c'est l'intention derrière les boycotts. Quelle est l'intention qui se cache derrière les boycotts? Comme on ne peut pas lire l'intention, on est obligé de se remettre au facteur temps. C'est le temps qui nous dira si les boycotts actuels ou bien interjectés par les uns et les autres avaient de bonnes ou de mauvaises intentions. C'est le temps qui nous le dira. Donc, il est impossible ici de jeter en pâture Salomon Tchapchet, Olivier Tchanan et le colonel So. Moi, je le dis d'emblée. On ne peut pas, je ne peux pas en tant que général de la Révolution, les jeter en pâture. Il faut bien comprendre que si on dit que les activistes ont demandé pardon et qu'ils peuvent se produire, alors l'idée du boycott est dépassée. Et ça, c'est une trop grande erreur. C'est une grosse erreur. Je le dis encore, la grosse erreur, c'est quoi? C'est que la révolution exclut les problèmes de famille. Il est hors de question de comprendre qu'il y a certains activistes, sous le nom des chats ou bien des pègres ou bien des tigres ou bien de je ne sais quoi, qui vont dans les inbox avec certains blogueurs, parlent avec eux, discutent avec eux, et à la fin viennent nous pondre qu'ils sont irrecevables parce qu'ils ne se seraient pas entendus sur X ou Y. Il ne faut pas confondre la révolution avec la résolution de vos problèmes de famille, de vos problèmes de village, de vos problèmes d'ethnie. Si quelqu'un est en désaccord avec toi et qu'il se retrouve que vous avez eu un désaccord sur le plan dans vos emails internes ou dans vos affaires personnelles, ça ne veut pas dire que tu vas amener le combat de la lutte d'une diaspora à venir boycotter la personne. Ça, c'est une très grosse erreur.
Et c'est pour ça qu'ici, je veux soutenir Olivier Tchanan, Salomon Tchapchet et le colonel So. Ils ont totalement raison ici, à ce niveau-là. Parce que l'initiative du boycott ne doit pas être le fait d'un malentendu familial ou d'un malentendu de clan, de groupe ou bien de inbox. Il faut faire très attention. Ne transportez pas le combat d'un peuple pour régler vos affaires personnelles et émotionnelles. Ça, je dis non. Absolument non. À ce niveau, on doit comprendre ça. Que les affaires des inbox ne doivent pas être, ne doivent pas faire l'objet d'une certaine discussion. On ne sait même pas, on se parle de Lolo, on ne sait pas de Lolo qui. C'est qui même cette fille? C'est qui? On ne peut pas conduire les milliers de Camerounais à venir régler des problèmes personnels. Donc à ce niveau-ci, je pense que ce groupe-là, ce trio, a parfaitement raison. Le boycott de la révolution en diaspora doit continuer. Et c'est pour ça que je le dis en toute exemplarité. Le boycott doit continuer sur le fond, sur sa forme et sur son extension. Donc il doit être d'actualité. D'actualité, ça je peux bien le comprendre. On ne doit pas rester en diaspora toute notre vie. Il faut déjà vous mettre à l'évidence. Qu'on ne peut pas rester en diaspora. Peut-être la lutte va encore rester. Va encore durer 35 ans, 30 ans, 35 ans ou 50 ans. Qu'est-ce que nous allons faire durant les 50 ans? Donc, durant les 50 ans, vous voulez dire qu'on va aller danser avec les lolos machin? On va aller danser avec eux? Non! On va pas danser avec eux. On doit comprendre clairement ce qui se passe. Ça, c'est un aspect très sûr. Il faut pas que les gens mélangent les choses. Les gens ne peuvent pas aller, je le dis encore, que cela soit clair pour tout le monde. Les gens ne peuvent pas aller résoudre leurs problèmes quand ça vous dépasse dans les inbox. Vous amenez ça au niveau du combat. Vous portez ça, vous dites que non, tel est boycottable, irrecevable, parce que je ne me suis pas entendu avec lui. La lutte des résistances camerounaises ne porte pas sur les émotions. Ce n'est pas vos problèmes. Ne transportez pas vos problèmes. Je le dis et je le répète encore. Puisqu'on a eu des preuves qu'il y a eu des échanges en inbox, puisqu'on a eu des preuves qu'ils ne se sont pas entendus sur X ou Y, alors il était malsain de vouloir dire que cette fille de Lolo ou quoi était irrecevable. À ce niveau, Salomon Tchapchet, Olivier Tchanan et le colonel So ont totalement raison. 1. 2. Ce que je ne comprends pas, par contre, c'est que ce soit Salomon Tchapchet, que ce soit le général Olivier Tchanan, la Marianne, bien sûr, Tchapchet, la Marianne de la Révolution, elle a toujours été, c'est une ancienne. Bon, parce que je vais bifurquer là-dessus. Je reviens plus tard. Quand j'entends les gens dire que non, Sandy a fait comme ça, je vais vous parler de Sandy. C'est moi qui nomme Sandy général dans cette lutte. Bien qu'elle soit avec Kemta et Nietzsche depuis. Et c'est à Berlin qu'elle porte son galon de général. Sous ma proposition et ma nomination. Il n'y a aucun général qui a été fait dans la Révolution si ce n'était pas moi qui le décidais. Donc il faut que les gens se rendent bien compte. Avant qu'elle ne soit générale, Tchapchet était déjà là depuis. Hein. Faites très attention. Parfois, il ne faut pas vous perdre. Je ne m'entends pas avec Tchapchet. Je ne m'entends pas avec elle. Mais je ne peux pas lui enlever le mérite qu'elle a dans ce combat. Ne mélangez pas les choses. Il ne faut pas faire des erreurs. Faites pas des erreurs. Elle aussi, elle a sa part d'erreur. On va revenir là-dessus. Donc, on peut durer ici 35 ans, 40 ans, 50 ans. Mais vous croyez que pendant les 50 ans, on va faire quoi? On va faire comment? Qu'est-ce qu'on devient? La lutte, si on est obligé de la gagner, on est obligé de remporter cette bataille. Sinon, on est mort. On va avoir la nostalgie des Wanto. On va avoir les frustrations de Nietzsche. On va avoir les grains de Nietzsche. On va avoir le repenti de Kemta. On va courir comme ces anciens-là qui ont échoué à tous les niveaux et qui aujourd'hui nous traînent dans la boue. Nous étions pourtant une génération de jeunes, bien amenés dans le combat. Je me rappelle des actions, quand on se levait pour parler. Quand il y avait le général El Chenou, le commandant Calibri, la Marianne Salomon Tchapchet, Sandy de Boston, qui pouvait nous résister? Pourquoi vous avez joué le jeu de ces vieillards? Et c'est pour ça que je vais le dire encore ici. Pourquoi vous avez joué le jeu de ces vieillards? Ils vous ont manipulé. Déjà, en commençant par vous autodétruire. Ce qu'on voit aujourd'hui comme autodestruction dans la lutte de résistance, ce n'est pas un fait nouveau. Ce n'est pas un fait nouveau. C'est comme ça que ça a toujours fonctionné. Je vais vous expliquer.
Le boycott doit rester quand même total en diaspora. Je le dis encore. On doit garder l'esprit du boycott. Parce que quand la basse naît, elle naît dans l'esprit du boycott à Paris. C'est là où on lance les piliers de la basse. Tout se jouait à Paris. Moi-même, j'allais à Paris. C'est à Paris que nous tous nous allions combattre. C'était l'épicentre de notre lutte. Donc, venir aujourd'hui régler les problèmes de famille. C'est pour ça que je parle de 3 postulats. Premier postulat, le boycott revient en diaspora sur toutes les formes. Deuxième chose, le boycott doit être total. Il ne doit pas avoir de restrictions. Il ne doit pas avoir des excuses. Il n'y a pas que j'ai demandé pardon, l'autre a demandé pardon. Non, non, non. Arrêtez les choses de demander pardon. Arrêtez les choses de demander pardon. Troisième chose, le boycott, renvoyer le boycott à des problèmes pour régler des problèmes de famille, et c'est très malsain. C'est très malsain. Il y a de la confusion qui est due précédemment aux activistes. Donc, ce qui est bizarre, c'est que vous avez parlé avec elle. Vous, votre groupe, vous avez parlé avec elle. Salomé Tchapchet a déjà parlé avec elle. Salomé Tchapchet a parlé avec elle. Vous vous trouvez où pour parler avec les groupes? Vous faites comment pour parler avec les gens comme les Lolo machin là? Vous sortez d'où pour parler avec des gens comme ça? Je ne suis pas ici pour parler des choses que je ne maîtrise pas. Je vous connais tous. Et on se connaît. En matière de combat, ne venez pas ici me challenger. Ne venez pas ici essayer ce que vous ne pouvez pas supporter. Parce que je l'ai dit encore et je vais le redire ici. Il faut éviter d'être idiot. Il faut éviter, c'est ça qui nous a tués. On a ramassé trop d'idiots pour donner le leadership de certaines choses. Et ça nous a conduit où ça nous a conduit. N'importe qui peut parler à n'importe qui. N'importe qui peut parler n'importe comment. Lolo c'est qui? Ou c'est Lolo pipi ou c'est Lolo quoi? Et c'est qui pour que vous vous retrouvez même à parler avec elle en inbox? Donc voilà une sardinade qui est l'objet des frustrations dans la lutte de résistance. Voilà une sardinade qui est l'objet des séparations, des ruptures entre des activistes. On va où? On va où vraiment? Donc il faut que ça s'arrête. Il faut vraiment que ça s'arrête. Et ceci nous amène à des observations suivantes. Première observation. On a vu dans un direct où le général Olivier Tchana a déchiré le t-shirt de l'alternance Camto. Dans la colère, il a même dit qu'il se sentait plus à même de travailler avec Calibri aujourd'hui que de travailler avec un certain chat qui a créé beaucoup de problèmes et qui continue d'en créer dans cette lutte. Ça me pose beaucoup. J'ai envie de dire quelque chose. Et ceci a poussé beaucoup de gens à tirer sur Olivier, sur le général Olivier Tchana. Entre autres, on a vu un certain direct d'un certain Betty, qui a insulté bien copieusement et démontré qu'en déchirant le t-shirt d'Olivier Tchana, il déchirait l'idéologie de Camto. En déchirant le t-shirt de l'alternance, il est en train de régner Camto. Il faut éviter la manipulation. Je ne sais même pas pourquoi les gens peuvent toujours rester aussi bêtes comme ça. J'étais très surpris quand j'ai suivi ce que mon équipe de communication m'a rapporté, que c'est quelqu'un qui, entre guillemets, intelligent, peut raisonner comme ça. Depuis quand est-ce que vous voulez faire croire aux gens que si quelqu'un est fâché, moi si quelqu'un déchire le t-shirt de corps, je serais bien en colère. Mais ça ne veut pas dire que s'il déchire le t-shirt de corps, il a déchiré Camto, il a craché sur Camto. Il faut arrêter un peu la sorcellerie, arrêter la manipulation, arrêter la bêtise. Arrêtez vraiment la bêtise. J'étais surpris que ce raisonnement vienne de quelqu'un qui, entre guillemets, j'ai cru que la personne réfléchissait même, était au moins intelligente. Non, faut pas manipuler les gens, les gars. Arrêtons un peu ça. Et puis, voilà les choses que les aînés ont fait qui créent les problèmes aujourd'hui. N'importe qui peut parler à n'importe qui dans la lutte de résistance camerounaise. Je dis tout ça pourquoi? Parce qu'on a échoué. On a échoué depuis Berlin. Nietzsche, Wanto, ont voulu casser et tuer l'esprit de Berlin, ça a couché n'importe qui disant n'importe quoi. Vous croyez que si le CSA était resté quand on parlait avant là, qui pouvait se lever pour parler de la révolution? Qui pouvait se
lever pour dire n'importe quoi, pour attaquer un général comme le général Olivier Tchanan dans la lutte de résistance, qui est quand même un général, qui a fait ses preuves en Allemagne et en France. Des individus qui restent là à vendre les livres, viennent les attaquer n'importe comment. Vous croyez qu'on va où? On va où? Il y a des gens qui peuvent questionner certaines personnes. Chacun a sa place. Je ne refuse pas. Mais attaquer quand même un général, c'est quand même trop. C'est quand même trop osé. C'est trop osé. Non, n'importe qui. On est dans l'anangoïsme. Et Betty fait ça, ce qu'Anango lui a fait. Et pour lesquels nous sommes insurgés. Ce qu'Anango a voulu faire, me fait à moi. Et pour lesquels lui-même il s'est insurgé en compte. Mais il ne peut pas revenir faire ça sur Olivier Tchanan. C'est de la bêtise. C'est de la pure bêtise. Et on ne peut pas laisser ça en tant que général de la Révolution. Je ne peux pas laisser des incongruités comme ça. Il ne faut pas accepter n'importe quoi. On ne peut pas livrer nos généraux. On ne peut pas. Olivier Tchanan n'est pas quelqu'un sur qui on va faire un direct pour vouloir le déconstruire. C'est quelqu'un qui va dans les extrêmes. Moi, je le comprends. C'est quelqu'un qui va parfois, il pousse le bouchon très loin. Parfois, on croit même qu'il est instable. Mais c'est quelqu'un qui, sur le plan de son combat, on ne peut pas le questionner n'importe comment. Il a des faits d'armes très puissants. Faites très attention. Si vous relativisez tout, si vous insultez tout le monde, on va où? On va où? Vous allez respecter qui demain? On va où véritablement? Il faut quand même reconnaître à César ce qui est à César. Et c'est ça qui a permis à n'importe qui de dire n'importe quoi. Et c'est ça qui est en train de tuer le combat. Et dans la même foulée, j'ai vu Salomon Tchaptien, mon équipe de communication me l'a rapporté, partager les lives aujourd'hui de dents cassées. Moi j'ai envie de dire, faisons très attention. Salomon Tchaptien, tu es la Marianne de cette lutte, tu es une grande femme. Tu es une grande femme, faites très attention. Et j'ai rien contre la bande à Calibri. Mais je vais revenir sur eux plus tard. Mais je veux juste te dire que quand tu te retrouves à partager ces directs-là et à faire ces choses, vous vous retrouvez dans des alliances où nous on sait d'emblée que ça va exploser demain. Ça va créer la bombe. Et au lieu qu'on avance, on sera encore en train de résoudre les mêmes problèmes demain. Tu sais que tu n'aimes pas Dankassé. Dankassé sait que tu ne l'aimes pas. Mais la fusion que vous pouvez faire maintenant, c'est une fusion sur quoi? Uniquement pour aide-moi à détester Sandy? Aide-moi à détester l'alternant, aide-moi à détester Kempta. Non, ça va pas marcher. Ne faites pas ça. Soyez des hommes. Soyez des hommes, assumez-vous. Même si vous avez tout le monde contre vous. C'est ce qui m'énerve dans cette révolution. C'est que je suis tombé dans un environnement où il n'y a pas de personnes qui s'assument. Où il n'y a pas de personnes qui croient en leur potentiel. Je peux être tous. Je peux être seul contre tous. Tant que j'ai ma conviction, tant que je suis sûr de ce que je fais, je ne tremble pas. Je n'ai pas besoin de me fabriquer des alliances. Regardez quand on n'a jamais eu besoin de personne. On s'est levé seul contre la transition. Tout le monde était contre nous. Mais on a dit qu'on tient. Et on a tenu. La preuve est qu'on a eu raison. Aujourd'hui, la transition a reculé. Mais on était seul contre l'establishment. Mais quand à ce qu'on appelle la bombe nucléaire, si nous appuyons sur le nucléaire là, c'est mauvais. C'est mauvais. Parce que c'est non négociable et non discutable. La révolution, c'est Camto. J'ai dit à Nietzsche, à Berlin, qui voulait amener la sorcellerie. J'ai dit que la révolution, c'est avec Camto. Camto est le socle de la lutte. S'il n'est pas le socle, mon frère, pas te débrouiller. C'est pour ça que Nietzsche a voulu me tuer depuis le début. C'est pour ça que j'ai eu des problèmes avec Nietzsche. Voilà le seul problème que j'ai avec Nietzsche. Nietzsche veut amener une idée d'une révolution qu'on combat, et si quelqu'un d'autre prend le pouvoir, on cherche notre place. J'ai dit non. Ma lutte, c'est que c'est Camto qui doit prendre ça. Voilà ma lutte. Il ne m'a pas compris. Il me dit que non, tu es naïf. Nous, on lutte depuis 40 ans. Nous, on lutte pour que on doit se positionner en force. De telle sorte que n'importe qui peut prendre le pouvoir. Nous, on combine avec la personne. On travaille avec la personne pour un Cameroun nouveau. Il dit que je ne suis pas là pour le Cameroun nouveau. Parce que si c'est le Cameroun nouveau, mais Bengo peut prendre le Cameroun et nous promettre un Cameroun nouveau. Ngongo peut prendre le Cameroun et nous promettre un Cameroun nouveau. Frambia peut prendre le pouvoir et nous promettre un Cameroun nouveau. Mais le Cameroun nouveau ne nous intéresse pas. Je l'ai dit à Nietzsche. Voilà pourquoi ma tête a été mise à prix depuis le début. Et Nietzsche a commencé à fabriquer donc Calibri à l'époque pour pouvoir m'évincer. Parce que j'étais jeune et j'étais impétueux et courageux. J'étais le seul. Quand je suis général de la Révolution, Calibri est commandant. Il est mon commandant. Donc voilà ce qui s'est passé. Donc tout part sur la structure. C'est pour ça que j'ai dit que même les groupes, les mouvements qu'on crée,
Si les mouvements ne sont pas structurés sur le socle, n'ont pas un fond solide, le fond ce n'est pas Kamto, on est en train de se perdre. La preuve est qu'il y a un groupe qui se perd comme ça. Beaucoup de gens vont toujours se perdre. Parce que si vous déviez sur l'essentiel, sur la base, on est perdu. La base, c'est Kamto. C'est Kamto ou rien. C'est d'abord ça qu'on doit comprendre. Si on ne... Mandela a fait 27 ans en prison. L'ANC a attendu. Qui sommes-nous pour vouloir sacrifier Kamto à la première levée? Du coup, on veut créer les mouvements. Non, Kamto a dit qu'il ne sera pas président. Il y a un autre comme ça qui est en Ilan, Max, qui a dit que Kamto a dit que non, il a lu l'urgence de la pensée. Donc, il a trop lu l'urgence de la pensée. Dans l'urgence de la pensée, il a résumé que Kamto a dit qu'il n'est pas né pour être président. Mamadou Mota peut être président, n'importe qui peut être président. Lui-même, Max, peut être président. Voilà des choses que vous faites. Ne tuons pas nos leaders. Ne tuons pas nos leaders. Nous sommes à l'image, justement, de ce que Biya a fait de nous. Parfois, on en veut à Biya, mais dans chaque Camerounais, en diaspora ou au 237, il y a l'ADN de Biya. Il y a l'ADN de Biya. Ne faisons pas ça, s'il vous plaît. On était parti pour mener ce combat à un haut niveau. Un haut niveau. Un haut niveau. Mais aujourd'hui, nous en sommes où? C'est ça qui nous a tués. Regardez bien ce qui se passe. On ne peut pas jouer ce jeu hypocrite. Parce que demain, il y aura les problèmes qui vont éclater encore entre Dankassé et Salomon Tchapchet. Demain, ça va éclater. Ça, je le sais à coup sûr. Il y aura des problèmes. Donc, lorsque le général Olivier Tchanan déchire le t-shirt de l'alternance, qu'est-ce qu'on veut dire? Hein? Ne manipulons pas les gens. Et puis, il faut arrêter de dire aux gens, parce que c'est des propos qui dérangent. Dire que non, Paris appartient à tout le monde. Paris, c'est nous. Ici, c'est quoi? Non, Paris, c'est tout le monde. La lutte, c'est à Paris qu'on l'a bien menée depuis toujours. Moi-même, je vais venir marcher à Paris. Je vais venir marcher à Paris. Qui va m'arrêter? Qui va m'arrêter? Quelqu'un s'amuse, je le fracasse. On va tous marcher à Paris. On va tous marcher. Cela doit être clair. Et je vais dire quelque chose ici qui est fondamental et qui doit être clair et retenu de tous. L'axe Calibri, Dankassé, Nietzsche, Klouaman Dipanke et tous les autres, et les clones qui sont au niveau des États-Unis, le brun là qui est comme un efféminé là, et tous les autres là, il faut comprendre quelque chose ici. C'est qu'ils n'auront plus de place parmi nous que si un certain nombre de préalables a été établi dans leur communication. Il faut faire très attention. Très attention. Cet axe des Calibri, des Nietzsche, Dankassé, tous ces autres, ne peuvent revenir au sein de la lutte de résistance que s'ils ont professé à un certain nombre de préalables. Et ceci, c'est sans discuter, c'est non négociable. Maurice Kamto est le socle de la lutte de résistance. S'ils n'acceptent pas ce préalable, qu'ils continuent leur route. Parce que nous ne discutons pas. La lutte de résistance, c'est Maurice Kamto. C'est moi qui ai invité ces gens à Berlin. J'ai payé leur transport. Calibri et Max. Il était question depuis Berlin que la lutte, c'est Kamto. La lutte, le socle de la lutte, c'est Kamto. Et ils ont tous été d'accord. Tous ont signé le protocole. J'ai encore toute la clause de confidentialité de Berlin. Avec vos noms et vos signatures. J'ai tous les documents. En originaux. J'ai dit en originaux, je n'ai pas les copies. J'ai les originaux. Faites très attention. Faites très attention. Très attention. Donc vous devez, si vous voulez revenir dans cette lutte, vous devez d'abord vous soumettre au préalable que votre communication doit changer. Moi, je ne suis pas même ici de dire que tel est traître ou bien tel a trahi le combat. C'est pas de mon ressort. Moi, je fais une lecture du combat. Et je vois que il y a des gens qui veulent s'écarter ou écarter le combat de Maurice Kamto. Je dis non. En tant que général de la lutte, le combat repose sur Maurice Kamto. Alors, si vous voulez revenir dans ce combat, vous devez être capable de mettre Maurice Kamto au centre de votre lutte. Et nous allons vous accepter. J'aurai un fin plaisir à travailler avec Calibri. C'est quelqu'un avec qui j'ai toujours bien travaillé. C'est un jeune homme actif avec qui je me suis bien entendu. C'est un gars courageux. C'est un gars courageux. C'est un gars qui a beaucoup de tonus en lui. On ne peut pas le lui nier. Ça, je ne peux pas vomir sur lui. Mais à partir du moment où, quel que soit ton courage, quelle que soit ta force, quelle que soit ta détermination, quel que soit ton amour pour le Cameroun,
Si tu veux sacrifier le leader de la lutte, c'est que sans le savoir, tu es en train de sacrifier la lutte. C'est ça, c'est de ça qu'il est question. Voilà pourquoi je me suis dissocié avec Alibri. C'est quelqu'un avec qui je m'entendais très bien, il a travaillé sous mes ordres. Et on s'entendait super bien. Mais c'est la manipulation des aînés. C'est Nietzsche qui a tué Calibri. Je le dis toujours et je vais toujours le redire. C'est Nietzsche qui a tué Calibri en lui faisant croire qu'il était ce qu'il n'était pas. En le faisant rêver. Et c'est dans les rêves là qu'il a cru qu'il était déjà devenu ce qu'il n'était pas. Et voilà ce que ça a conduit. Et ils sont morts dans leur film ensemble. Je le dis encore. Calibri, si vous le prenez en dehors de la coupole de Nietzsche, c'est quelqu'un d'exemplaire. C'est un combattant avéré. C'est quelqu'un qui aime le combat. Il aime le Cameroun. Mais on ne peut pas, il suffit pas d'aimer le Cameroun. Et ça va me renvoyer à cette phrase que je vais vous citer ici, qui est très très intéressante. C'est que l'amour de la bêtise est plus dangereuse que la méchanceté de l'intelligence. Écoutez-moi très bien. L'amour de la bêtise est plus dangereuse que la méchanceté de l'intelligence. Je préfère, écoutez-moi bien, je préfère être aimé. J'ai dit être aimé par quelqu'un de méchant que, j'ai dit que d'être trahi par quelqu'un d'amoureux, de qui m'aime. Parce qu'il faut faire très attention. Très attention. Il y a, si quelqu'un, c'est-à-dire si quelqu'un t'aime et il est bête, si quelqu'un t'aime et il est bête, il va te causer plus de problèmes que quelqu'un qui te déteste et qui est méchant. Écoutez-moi bien. Quelqu'un qui t'aime bêtement va te causer plus de problèmes que celui qui te déteste méchamment. Oui, c'est de ça qu'il est question. L'amour de la bêtise est plus dangereuse que la méchanceté de l'intelligence. Faites très attention. Faites très attention. Ça, c'est une citation que le Tché vous donne. Elle vient de Maxime Fancinana. C'est pas de moi. C'est de Maxime. Mais ça, c'est un travail en groupe et en interne très, très efficace. Notez bien. Maurice Kamto est le leader de la lutte. Et à Berlin, nous l'avons signé et nous l'avons dit. Je me suis opposé à Brice Nietzsche à Berlin. Parce qu'il fallait à tout prix, Wanto est témoin, signer et dire que Maurice Kamto est le socle de la lutte de résistance. Ce que Brice Nietzsche ne voulait pas à l'époque. Nous l'avons fait, nous l'avons obligé à signer ça et il a accepté ça. C'est comme ça que c'est sur cette base qu'on est parti. Donc, et je vais vous dire ce qui se passe. Je vais vous dire ce qui se passe. Parlant de ces axes, on a l'axe, parlant du premier axe, l'axe Kemta Sandi et l'alternance. Cet axe est un axe vraiment qui... Vous savez, dans la vie, il faut être courageux. Dans la vie, il faut avoir le courage. Le courage. Si on reproche, parlant de Sandi, on peut faire des reproches à Sandi. De créer beaucoup de groupes, de se retrouver dans tous les groupes, d'avoir un mentor pour un an, un autre mentor, un an, un autre mentor, un an. Elle fonctionne avec Kemta, après ça marche, après c'est le divorce. Elle fonctionne avec Nietzsche, après c'est le divorce. Elle a fonctionné avec Chenou, après c'est le divorce. Elle a fonctionné avec Calibri, après c'est le divorce. On peut reprocher à Sandi tout ça. Personnellement, je le dis encore personnellement. Pour moi, ce n'est pas une source de désordre. Mais ce que je peux dire, et ce que je peux constater, c'est que c'est une source d'instabilité. C'est une source d'instabilité. Mais, cette source d'instabilité ne peut pas me permettre de vomir et de faire de la générale Sandi une infiltrée. C'est une femme qui a beaucoup de tonus. Et je vais vous prendre un exemple. Ce que j'ai vu en Sandi, ce que le peuple camerounais et que les gens voient aujourd'hui, en 2022, 2021, plus de 2, 3 ans après, 4 ans après, moi j'ai vu ça en Sandi en 2018. C'est moi qui fais de Sandi la générale. J'avais déjà vu ce que beaucoup ne voyaient pas. J'ai vu cette femme. J'ai vu ce qu'il y avait dans son ventre, entre guillemets, dans ses tripes. Et c'est une femme qui, les Espagnols disent, cojones. C'est un peu comme en d'autres termes, elle a quelque chose là, 2 paires de choses que vous comprenez dans le jargon. Elle a ça. C'est une femme courageuse. J'ai vu ça avant que les gens n'avaient même pas vu.
C'est moi qui l'a fait général. Parce que j'ai vu qu'elle pouvait, elle avait le mérite. Même à avec Nietzsche et Kempta depuis, elle n'était pas générale. Elle n'était pas générale. Comprenez bien la nuance. Il faut que les gens... Parce qu'il y a des gens qui entrent dans ce combat hier. Ils parlent des choses qu'ils ne maîtrisent pas. Ils parlent des choses sans comprendre. Elle était partout avec eux. Mais c'est une femme qui a des hormones, si on peut le dire. Donc ce que vous voyez aujourd'hui, moi je l'ai vu depuis 2018. Et j'ai matérialisé cela en janvier 2019 à la conférence internationale de Berlin. Pourtant, elle était avec Kempta depuis, elle marchait avec Nietzsche depuis. Donc il faut bien noter. Et aussi parlant du maréchal Kempta, contre toute attente, Kempta prend ma main à Paris pour me faire monter sur le podium. Et un geste que je n'oublierai jamais. C'est un geste courageux. C'est un geste fort. Ça, il faut le dire ici. Kempta, c'est quelqu'un qui a eu le courage. Mais j'ai des reproches que je fais à Kempta depuis toujours, depuis 2019. Et je vais vous prendre un exemple. Quand on sort du geste où Kempta prend ma main pour m'amener sur le podium à Paris, et ça frustre Nietzsche et Wanto, dès que il rentre aux États-Unis, à UK, dès qu'il rentre en Angleterre, Kempta m'appelle une semaine après pour me dire, mon général, il faut que tu travailles avec Nietzsche. J'ai encore tous les audios. Il faut que tu travailles avec Nietzsche. Il est bon pour qu'on fasse la paix. Tu travailles avec Nietzsche. J'ai dit, ouais. Le père, s'il n'a rien compris. Et c'est ce que j'ai toujours reproché à Kempta. Kempta n'a rien compris. En fait, le problème de Kempta, c'est quoi? C'est qu'il est trop lent. Il est trop lent à comprendre. Kempta est trop lent à comprendre. Il comprend les choses après. Même pas seulement après, il comprend les choses très tardivement. Parce qu'il y a une chose que de comprendre les choses tardivement. Mais de les comprendre très tardivement, c'est un problème. C'est que tu as un problème. Et on ne peut pas être révolutionnaire plein si on comprend très tardivement. C'est toujours ce que je lui ai fait comme reproche. La seule chose, le seul problème que j'ai avec Kempta, c'est ça. Parce que Kempta, en fait, il n'est pas structuré bien. Il est un peu en retard. C'est un peu comme si le cerveau est un peu lent. Son cerveau enregistre les choses très lentement. Très lentement. Donc, c'est le problème. Donc, il y a une chose qui est d'être sage et d'être intelligent. Il faut être sage et être intelligent, les deux, si tu veux mener une bonne révolution. Pourquoi? Parce que la sagesse te permettra de prévoir certaines choses. Alors que l'intelligence va te permettre de sortir des pièges une fois que tu es tombé dans le piège. Elle va te permettre de sortir, et de sortir des pièges. Mais le problème, c'est que Kempta, lui, il sort toujours très tardivement sur certaines choses. Même quand il fallait taper sur Nietzsche, le moment où on l'attendait, il n'est pas là. Il est sorti très tardivement pour taper sur Nietzsche quand tout était déjà accompli. Et ça, c'est toujours très tard. La même bêtise. Et c'est très dangereux. Mais c'est que Kempta n'avait pas compris. Et qu'il est en train de comprendre aujourd'hui, qu'il a compris depuis. C'est que moi, j'avais compris ça en 2019. J'avais dit à Kempta que tu reviendras me demander pardon. Tu reviendras dire ce que je te dis aujourd'hui. Le poison de cette lutte de résistance, c'est Brice Nietzsche. Nietzsche a été le poison depuis toujours. En fait, c'est comme si c'est des gens même maudits. Quand tu regardes même son frère, même chose, à l'Assemblée nationale, poison. Il va fabriquer quelque chose pour dire que l'union de l'alternance, mais c'est les mêmes bêtises, c'est les mêmes superflus. C'est des gens qui ne fonctionnent que pour leur ventre, leur abdomen. Mais ils embrouillent les gens. Quand j'ai toujours tapé sur ce député, les gens ne me comprenaient pas. Mais c'est les mêmes choses. C'est pas des gens crédibles. Donc le poison de cette lutte de résistance. J'ai vu Nietzsche, Brice Nietzsche, m'appeler à la conférence de Berlin, quand j'ai fait la conférence de Berlin, pour travailler avec moi. Il me dit qu'il faut qu'on écarte Wanto. Wanto veut ta mort. Viens travailler avec moi. Je vais te parrainer. Tu seras un grand. Il me fait les promesses qu'il a dû faire et que Calibri est tombé dedans. Il m'a fait ça. Mais moi, je regarde quelqu'un, je te vois, tu es petit. Et je crois que tu vas faire de moi quelqu'un de grand comment? Je ne peux pas y rêver. Ça, c'est le maraboutage. Moi, j'appelle ça les marabouts. Pour faire de moi quelqu'un de grand, il faut être grand. Pour faire de moi un président, il faut que tu aies été président. Je ne rêve pas. Je ne suis pas un rêveur. J'ai dit à Nietzsche que toi, tu veux me faire de moi un grand. Dans cette lutte, toi, tu es où? Moi, je te vois pas. Je te vois pas comme référent. Moi, je suis là assis avec toi. Je parle même, tu te tais. Et tu dis que tu vas faire de moi un grand. Je ne peux pas rêver. Donc, voilà mon problème.
On m'a accusé d'être trop impétueux, d'être arrogant. Mais dans une lutte de résistance, il faut être arrogant, il faut être impétueux. Sinon, les vieux là te dévorent. Et c'est comme ça que Nietzsche a tué Calibri. C'est comme ça qu'il a mangé l'esprit de Calibri. Parce que Nietzsche, si tu l'écoutes, tu peux croire qu'il va prendre le soleil et la lune et te donner. En fait, il a une façon d'agencer les mots. C'est pas le français. Mais c'est que c'est le français des gars qui se sont débrouillés au quartier. Il jongle comme ça, il parle là, tu crois qu'il peut te donner quelque chose, alors que lui-même il n'a pas. Mais quand lui me parlait comme ça, je dis que toi tu as quoi? Tu as fait quoi on a vu? Montre-moi tes faits d'armes. Et ça l'énervait. Je lui disais toujours ça. Je disais toujours ça à Wanto. Je dis que le combat que vous avez mené 40 ans là, ce n'est pas le combat. Nous on va vous montrer comment on mène le combat. Je le disais toujours. Et ces gens me détestaient pour ça. Parce que j'étais direct. J'étais toujours direct. Donc voilà le problème. Donc ici, je salue le courage de Kempta. Je salue le courage de Kempta. Mais Kempta, tu dois savoir que ce que tu es en train de comprendre aujourd'hui sur Brice Nietzsche, je te l'avais dit depuis toujours. Mais tu es seulement lent à comprendre. Et c'est pour ça que tu payes le prix trop tard. Donc tous tes revirements de situation là, ça arrive trop tard. Pour ceux qui ont vu le film Le Parrain, ceux qui ont vu le film Le Parrain, Nietzsche est dans Le Parrain, celui qu'on appelle Iman Roth. Iman Roth dans Le Parrain, c'est Brice Nietzsche. Démon démoniaque, machiavélique. En fait, il utilise les gens pour assouvir son instinct et ses propres désirs. Mais moi, je ne lui ai pas permis de faire ça parce que moi, on ne m'utilise pas. La vie obéit à deux règles. Ou tu es prédateur ou tu es la proie. Je ne pouvais pas être la proie de Brice Nietzsche. Donc j'ai dit que je serais son prédateur. Et c'est pour ça qu'il m'a détesté jusqu'à aujourd'hui. Donc c'est ce que Kempta a compris très lentement, très lentement. En 2019, il aurait dû le comprendre, mais il vient essayer de le comprendre 3 ans après. C'est aujourd'hui que Kempta vient comprendre que Nietzsche est un problème. Et je lui avais dit, quand il m'appelle au lendemain, étant rentré, je lui dis, Kempta, tu ne sais pas qui est Nietzsche, mais tu vas comprendre plus tard. Moi, j'ai la capacité de voir. Je suis d'abord un littéraire. Et en tant que littéraire, il y a parfois ce qu'on nous appelle l'intuition. On développe cet esprit-là. On peut pousser la réflexion très loin. J'ai vu en Nietzsche un danger pour cette lutte. Parce que Nietzsche, même à Berlin, il me dit comment est-ce qu'il veut qu'on fonctionne. J'ai compris que le gars, s'il n'est pas là pour le combat, il est là pour chercher à remplir son ventre. Et ça n'était pas là. C'était pas pour ça que nous étions dans ce combat. C'était pas pour ça. Donc voilà ce que ça a créé comme problème. Et vous allez voir tous les grands coups de la destruction de ce combat, c'est Brice Nietzsche. La transition, c'est Brice Nietzsche. L'investiture, c'est Brice Nietzsche et son ami qu'on appelle Henri Dupont. Son meilleur ami Henri Dupont de l'Angleterre, c'est les mêmes gens. Le grand dialogue national, où il faut accepter que les Yaoundé disent ceci, voici nos conditions. C'est toujours Brice Nietzsche qui trompe Wanto dans ça. Wanto aussi qui réfléchit toujours tardivement, là, qui n'est pas très intelligent. La conférence de Cologne, où Nietzsche vient pour détruire la base allemande et vendre la révolution en diaspora pour dire que la base allemande, qui était l'une des dernières bases qui résistaient encore, est finie. Il vient organiser une conférence à Cologne avec quelques clones qu'il a piqués sur le tas comme ça en Allemagne, pour dire que nous, désormais, nous travaillons avec les ambazoniens. Puisqu'on disait que la base est pro-Camto, il fallait qu'il montre que Camto travaille avec les ambazoniens. Les gens n'ont pas compris. Et c'est pour ça qu'il vient organiser une conférence où il dit, nous, on travaille avec les ambazoniens. Désormais, on travaille avec les ambazoniens. Et voilà la conférence où ils organisent les levées des quêtes d'argent pour cotiser l'argent et acheter les armes. Nietzsche est au centre de ça. Quel est le but? Le but, c'est détruire Camto, détruire la base Deutschland, détruire le combat en diaspora, détruire le général El Chenou, détruire la brigade anti-Sardina allemande. Voilà les buts. Entre parenthèses, fini avec Maurice Kamto. C'est tout. Quel était l'intérêt pour ceux-là de dire qu'on achète des armes? Oh, ils étaient tous là. À l'époque, il y avait Sandy de Boston. À cette conférence, il y avait Calibri, il y avait Max, il y avait les Nietzsche, tous ces gens-là. C'est les mêmes gens. Ils ont organisé une série de directs où il fallait à tout prix demander à tout le monde de se séparer du général Etchenou. Quittez-le. C'est les mêmes méthodes qu'ils ont utilisées. C'est les mêmes méthodes qui fonctionnent aujourd'hui. Vous croyez qu'on va être étonné? Je ne suis pas étonné. Sandy était sorti sur moi. Calibri est sorti sur moi. Après, Max est sorti. Et Fou finit leur parrain. Leur parrain, le maître. Nietzsche est sorti à la fin pour vous dire séparez-vous d'elle chez nous.
Il faut saboter Niamsi. Voilà leur but, leur leitmotiv. Aujourd'hui, Kemta veut se placer pour nous dire que les gens là ont détruit Niamsi, les Caliblés ont détruit Niamsi. Vous étiez ensemble, Kemta. Tu es très mal placé pour donner la leçon à ce niveau, mon cher ami. Tu as un problème. Tu as un problème sérieux. Tu as un problème sérieux, soit avec ta mémoire, soit avec toi-même. Faut arrêter ça. Et il ne faut pas écrire n'importe quoi. On peut avoir beaucoup de reproches à faire à Kemta. Beaucoup de reproches. Parce que c'est sur le plan intellectuel, sur le plan de l'intelligence, sur le plan de la sagesse, il est bien trop en retard. C'est dur, mais c'est quelqu'un qui a un bon cœur. C'est quelqu'un qui aime le combat. Mais ces erreurs nous coûtent cher. Ces erreurs nous coûtent très cher. Et ce n'est pas, la révolution n'est pas l'amour. Ce n'est pas l'amour. On ne peut pas ici exempter Kemta. Il doit payer le prix de ses erreurs. C'est de ça qu'il est question. Il ne peut pas venir aujourd'hui nous dire qu'il va plébisciter Sandy et croire qu'il est bien accueilli. Tu ne peux pas créer la zizanie et vouloir apparaître comme le sauveur. Il faut arrêter ça, Kemta. Tu as des problèmes sérieux avec tant de révolutionnaires. Tu as créé tant de désordre dans ce combat. Tant de désordre. On ne peut pas t'exempter aujourd'hui. Moi-même, je vais te le dire. J'ai rien contre toi. Mais je te dis que ta stupidité a conduit les gens très loin. Très loin. Quand j'entends les gens dire que toi, tu as appelé, tu as voulu faire ceci. Oui, oui. Tu as chaque fois voulu te couvrir. Mais tu ne peux pas être un révolutionnaire comme ça si tu as peur de la vérité. Tu ne peux pas être un bon révolutionnaire si tu ne peux pas dire la vérité aux gens. Tu ne peux pas attendre toujours quand tout est cuit avant de sortir. Quand il a fallu que tu sortes sur Brice Nietzsche, tu as eu peur. Quand il a fallu que tu sortes sur Sandy de Boston, tu parlais seulement en inbox. Mais tu as eu peur de faire live. Parce que tu savais peut-être que un jour, vous aurez l'occasion de vous remettre. Mais ce n'est pas ça être révolutionnaire. Vous êtes des hommes sans couilles. Tu n'es pas un vrai homme. Un homme, c'est celui qui assume. Il faut assumer ce qu'on dit. Et pour avancer le combat, c'est de ça qu'il est question. Donc il faut un peu arrêter ça. Il faut arrêter ça. J'ai rien contre toi, Kemta, mais je te dis la vérité. Tu fais beaucoup d'erreurs. Et Sandy, tu ne peux pas passer ta vie, toi, Sandy, ma générale. Générale intrépide, générale hors échelle. Tu es une grande femme. Tu as des faits d'armes terribles dans ce combat. Quand je te faisais général, j'avais vu la ténacité et la pugnacité que tu as. Mais tu ne peux pas passer ta vie à aller de groupe A, B, C, D, E. Tu pars ici, après tu sors. Tu pars là-bas, après tu sors. Tu as un problème. Tu as un problème, ma soeur. Tu as un problème sérieux. Tu as un problème d'identité. Qui es-tu réellement? Tu ne peux pas travailler avec les gens et trouver après que les gens là sont des démons. Tu travailles avec tel après c'est le démon. Mais si tu travailles avec tout le monde et que tu t'avais à découvrir que tout le monde est démon, ça veut dire que toi-même tu as un problème. Soit tu ne te connais pas, soit tu ne sais pas ce que tu veux. Il y a un problème. Donc c'est de ça qu'il est question. Soit tu ne sais pas ce que tu veux. Donc j'espère que là où tu es aujourd'hui, tu as cimenté ta place. J'espère que là où tu es aujourd'hui, que c'est du bon, que c'est tranquille et que tu es bien là-bas. Il faut que ce soit le cas. Donc pour ce qui est de l'alternance, je vais dire quelque chose de très simple. Sur la forme, le projet est bon. C'est un bon projet. Mais ces derniers temps, ils ont fait beaucoup de choses qui ont fait avancer le combat. La marche du 3 juillet. Il y a eu beaucoup d'actions, comme tous les autres mouvements, qui ont fait des choses terribles pour faire avancer la lutte. Mais le problème, et je le dis encore, il y a un problème boomerang qui va suivre l'alternance jusqu'à la fin de sa vie. Et je le dis ici, pas en tant que prophète, mais en tant que visionnaire. Un homme de lettres, comme moi, c'est quelqu'un qui peut faire des projections. Et très souvent, à 90%, vous allez voir. Le problème de l'alternance, c'est le problème boomerang, c'est le problème du leadership de l'alternance. L'alternance a à sa tête des chats et des tigres qui sont foncièrement nauséabond. C'est quelqu'un de tellement sale dans son âme, qu'il ne peut rien faire qui soit bon. Vous savez, il y a des gens qui ont atteint un degré de saleté que, tellement ils sont sales dans leur âme, que quel que soit ce qu'ils font, ça ne peut rien donner. Il va toucher même une amitié avec une fille, elle va divorcer. Il va toucher une amitié avec quelqu'un qui était riche, il devient pauvre. Il va être ami de quelqu'un qui est propre, il devient sale. Il va être ami de quelqu'un qui est beau, il devient laid. Il y a des gens qui sont sales dans leur âme. Vous n'avez qu'à voir le fil
des événements, quand vous voyez la structure même de comment est-ce que ces gens fonctionnent, même sur le plan familial, c'est les gens qui nous ont amené des scandales à un degré sur la toile, que vous avez vu des gens se déchirer jusqu'à faire intervenir une maman sur la toile. Vous croyez qu'à ce niveau-là, on va où? On va nulle part. On va nulle part. Donc il faut que les gens se ravivent. Et c'est l'effet boomerang. C'est quelqu'un qui a toujours accusé, qui fait des coups bas sur tous les combattants dans la toile. C'est quelqu'un qui est dans les inbox avec les blogueuses. Quelqu'un qui m'a dit, à un moment donné, oh, tel a volé. Je ne suis pas ici pour faire mon procès. Moi, ça me dit rien. Je passe outre tous les chefs d'accusation en grand. On a dit qu'un Chinois a volé 40 000 $ aux États-Unis. C'était le même qui était derrière. Le même qui va être derrière accuser tel. Toujours les accusations inutiles. Sans preuve, sans fondement. À la fin, ça retombe sur lui. Mais dès qu'on l'accuse, il trouve qu'il est victime d'une persécution. C'est bizarre. C'est bizarre. Mais vous allez toujours récolter ce que vous semez partout. Parce que vous ne pouvez pas être sale et croire que vous serez propre. Tellement vous êtes sale dans votre âme que même si vous mettez des vêtements propres, on va voir, on va lier ensemble la saleté. Partout il va passer, il va créer les mêmes problèmes. Nous, on le connaît pour avoir travaillé avec lui au BFR. C'est quelqu'un d'inutile. D'inutile sur tous les camps. C'est moi qui ai réhabilité ce gars en 2019 dans le combat. Il avait été chassé en 2018. Avec beaucoup de regrets. Mais j'ai cru qu'il pouvait travailler. Il m'a démontré qu'il avait envie de travailler. Qu'il était victime d'une cabale. Je l'ai ramené dans le combat. Quand il venait profiter même pour faire la photo avec moi en 2019, en mai à Paris, ça a permis de le réhabiliter et qu'il revienne dans le combat. Mais nous sommes où aujourd'hui? Nous sommes où aujourd'hui? C'est de la pure saleté. Le chat, ou c'est le chat, ou c'est le tigre, ou c'est quoi? Il faut, à un moment donné, que tu essayes de te regarder un peu dans la glace. Le problème, tu es le seul véritable problème de l'alternance. Tu es le seul véritable problème. Tu es trop sale. Trop sale dans ton âme. Quelqu'un peut être sale physiquement, mais quand quelqu'un est sale dans son cœur, dans son âme, c'est très mauvais. C'est très mauvais. C'est des gens pourris. En fait, tout ce qu'il va toucher sera pourri. Tout. Tout. Il a fomenté trop de coups dans ce combat. Il a été dans trop de haine, trop de désordre. En fait, il le sait. Hein? Moi, je ne parle pas pour mâcher mes mots. Il sait que devant moi, il n'est rien. Il n'est rien. Il peut pas. Combat, il faut pas parler à ce niveau-là. Vous pouvez faire la mascarade que vous pouvez faire là. Mais il n'y a pas match. Il n'y a pas match. Le degré de sorcellerie là, je suis de loin. De très loin supérieur. C'est pour ça qu'on me repousse souvent de me vanter. Mon frère, il y a des gens que tu dépasses en tout et pour tout. Tu ne discutes même pas. Tu ne discutes pas. Tu les vois, ils s'asseyent et tu avances. Donc, j'espère ici qu'ils sont conscients des alliances. J'espère que les alliances que vous faites avec de telles personnes, vous êtes conscients. J'espère qu'aujourd'hui, quand vous partez vous asseoir avec de telles personnes pour fabriquer les alliances, que nous savons que ça va exploser demain, que vous êtes conscients de ce que vous êtes en train de faire. Parce que ça ne va pas rire demain. Ça ne va pas rire. Il faut que ce soit clair. Il y a l'Axe Corps, le BFR et Caroline Pégan, Micheline Wang. Vous connaissez, je n'ai même pas besoin ici, je ne pourrais pas dire du bien de nous ou bien dire la critique que nous avons, mais vous connaissez ce que nous avons fait dans ce combat. Ce que nous sommes en train de faire, ce que nous continuons de faire. N'eût été corps, le combat en diaspora serait mort depuis, vendu et oublié. Nous avons toujours défendu Maurice Kamto. Nous avons toujours prôné et rétabli et remis la balle au centre. Maurice Kamto est le socle de la lutte de résistance. Rien et personne ne peut changer cela. Tant que corps est debout, Maurice Kamto sera au cœur de la lutte. Rien ne peut changer ça. Oubliez, le reste c'est de l'enfumage. Nous serons toujours là. Et c'est pour ça que nous serons toujours combattus. Donc on ne discute pas ça avec personne. Et on ne discutera ça avec personne. Donc je vous laisse le soin de continuer de voir. Vous connaissez vous-même qui nous sommes et ce que nous faisons. Tant que nous sommes là, les gens vont toujours trembler. Les gens, si je veux parler des cachets qu'on m'a proposé ici, des centaines de milliers d'euros pour abandonner Maurice Kamto, abandonner le projet corps, ils savent que je n'ai pas faim, ils savent que je n'ai pas soif. Je suis assis. C'est pour ça que quand on va vous proposer 10 000, 5 000 euros, 20 000 euros, 15 000 euros, à moi, ils ne viendront jamais avec moins de 300 000, 400 000. Parce qu'ils savent. Il y a niveau et niveau. C'est ça qu'il faut connaître. Et je vais prendre enfin l'axe des indécis. J'espère qu'avec tout ce que nous avons dit, les indécis ont pu comprendre qui est qui dans cette révolution, qui fait quoi et comment est-ce que les choses fonctionnent. C'est très important, très important. Et on ne saurait conclure
ce direct, on ne saurait conclure cette lutte sans parler, et je le dis encore, il y a une velléité que je vois là. Il faut comprendre que nous sommes contre toute récupération des mouvements OTS. Faites très attention. Moi, je l'ai dit, et j'ai dit, je suis sorti en début de semaine passée dans une série de directs pour clarifier un certain nombre de choses. La récupération du mouvement OTS, j'ai dit non. Non en diaspora. Il faut qu'on apprenne de nos erreurs, les gars. Apprenons de nos erreurs. On n'est pas là pour récupérer les mouvements des petits gens qui se débrouillent au Cameroun. Ayons les idées, ayons l'idée de réfléchir par nous-mêmes. On n'est pas là pour commencer à fabriquer qu'on va faire ceci pour les OTS. Non. Je vous ai expliqué ce qu'on peut faire pour les OTS. Ne mélangeons pas tout, ne tuons pas leur combat. Ne tuons pas leur combat, les gars. Je vous ai expliqué pourquoi vous avez la tête dure. Vous n'apprenez pas des erreurs. Laissons les OTS là où ils sont. Le gouvernement déjà cherche tous les moyens pour les lier à nous. Laissons-les. Ils sont en train de mener ça dur au gouvernement. Ils n'ont pas besoin de qu'on s'implique. Non, ne nous impliquons pas. Ne nous impliquons pas. Laissons-les faire. Ils le font si bien. Ce qui est bien, c'est qu'il n'y a pas de leader. Il n'y a pas de leader. Si on corrompt 10 enseignants vont prendre la craie. 100 enseignants vont prendre la craie. Ça va donner quoi? Ça va donner tout quoi? Il y a des milliers, des centaines de milliers d'enseignants au Cameroun. C'est de ça qu'il est question. J'avais expliqué ce que nous pouvons faire pour soutenir les OTS. C'est simplement amplifier leur combat sur nos pages. Facebook, dans les groupes. Quand on montre un enseignant qui a 40 ans sans avancement, nous on parle de ça. Quand on montre un enseignant qui a 10 ans sans prime, sans salaire, nous on parle de ça. On met ça sur nos pages. On relaie pour que le peuple soit informé. Pour que le peuple soit informé. Et ce qu'on peut faire, c'est que quand ils créent les gadgets OTS, pour les soutenir, l'agent de taxi, les badges, les pins, OTS, nous on achète. On pousse nos familles à acheter, on pousse nos enfants à acheter, nos élèves à acheter, soutenez les enseignants. Laissons-les avec leur combat. J'ai entendu et j'ai cru voir, mon équipe de communication m'a montré un truc de OTS Diaspora. OTS Diaspora c'est quoi? Vous êtes même fous? Vous êtes normaux? Vous êtes vraiment normaux? Est-ce qu'en diaspora on a un problème OTS? Moi j'enseigne, je travaille, on me paye. Est-ce que j'ai un problème? J'ai trop supporté quoi? Nous, on a les avancements chaque année. On a tout. Ah bon, OTS Diaspora, peut-être parce que vous ne travaillez pas, je sais pas. Mais ça n'a pas de sens. Les gars, ne mélangeons pas la bêtise. Laissons les mouvements OTS. Nous, on a mieux à faire. Pendant qu'on les soutient simplement, on peut regarder en diaspora, surtout à Paris, les enfants des ministres sont dans les villas, les maisons du continent. Abdelaziz Moundi avait donné une liste des enfants des ministres de la diaspora qui sont dans les maisons de l'État, du contribuable. Voilà là où notre combat doit être accentué. Voilà là où nous, on peut dire notre part de trop supporter. Ce n'est pas venir prendre les mouvements des gens, venir encore les arracher la vedette pour en faire maintenant OTS Diaspora. OTS Diaspora, c'est quoi? Vous êtes enseignant. OTS, c'est les enseignants, les professeurs, les maîtres, les maîtresses. C'est eux qui disent qu'ils ont trop supporté. Ils ont trop supporté quoi? Ce n'est pas le régime de Biya qu'ils ont trop supporté. C'est qu'ils ont trop supporté qu'ils enseignent depuis. Ils n'ont pas d'avancement. Ils n'ont pas de salaire. Quand ils sortent de l'école, ils doivent faire 3 à 4 ans avant d'avoir le rappel. Alors que quand le gars de l'EMIA sort, son rappel est aligné le même mois. Quand le gars de l'ENAM sort, son rappel est aligné le même mois. Quand le gars de la police sort, son rappel est aligné le même mois. Quand le gars des douanes sort, son rappel est aligné le même mois. Pourquoi le professeur doit attendre 3 ans, 4 ans? C'est le mépris. Voilà ce qu'ils disent qu'ils ont trop supporté. OTS Diaspora, c'est pour dire quoi? Vous avez trop supporté quoi? Vous êtes enseignant. Est-ce que les enseignants en diaspora ont les problèmes? Et qui est, les gars, ne récupérez pas les choses des gens, vous les gâtez encore leur gombo. Laissons OTS là où ils sont. Je suis enseignant, je sais de quoi je parle. Laissons les OTS là où ils sont. Laissons-les faire les choses. Ça les sourit déjà trop bien comme ça. Ils s'en sortent super bien. Donc ne mélangeons pas. Il faut éviter la sorcellerie. Et en conclusion, je vais appeler la diaspora au calme. Je vais appeler à la diaspora à la pondérance et à la clémence. La révolution n'est pas terminée. Elle ne fait que commencer. Nous sommes tous condamnés à réussir ce combat. Et à toutes les associations, je vais vous dire ceci. Nous devons réussir à tout prix et à tous les prix. Très important. La diaspora doit reprendre le boycott. C'est très important. Et je le dis encore, tous les blogueurs, tous les artistes doivent être boycottés. Et non,
nous disons non à la distraction, non à la manipulation. Et je vais vous rappeler ceci pour finir et rappeler encore ceci en des termes clairs. La bêtise la plus dangereuse, la bêtise, l'amour de la bêtise, autant pour moi, l'amour de la bêtise est plus dangereuse que la méchanceté de l'intelligence. Je le dis encore pour conclure, l'amour de la bêtise est plus dangereuse que la méchanceté de l'intelligence. J'espère que vous m'avez compris. C'était le général El Tchenou, le général de la révolution. Nous serons toujours à vos côtés, peuple de la diaspora camerounaise, peuple du 237. Nous ne vous oublierons jamais. Un seul mot et un seul mot qui reste et qui est le socle de notre lutte. Maurice Kamto est le socle de la résistance, de la lutte de résistance. C'est pour ça que nous pouvons dire Kamto ou rien, jusqu'à la gare, jusqu'à Etoudi. Merci.